Bonsoir à tous, vous écoutez Les Retours du Dimanche, une émission France Culture Le Monde. Et ce soir, les banlieues, une blessure française. Bonsoir Nicolas Truong. Bonsoir Agnès Chauveau. Six ans après les émeutes de 2005, la question des banlieues est de retour dans le débat public. À 8 mois de l'élection présidentielle, ces cités à l'ombre de la République, gangrénées par les inégalités en tout genre, sont à nouveau à la une de l'actualité. Et cette fois, il ne s'agit pas de voitures brûlées, de bâtiments publics saccagés, de policiers caillassés ou encore de Muslim riots dont raffole la presse anglo-saxonne. L'élément déclencheur est un rapport, une enquête commandée par un think tank libéral, l'Institut Montaigne, présidé par Claude Bébéar, qui part d'un constat. La France a besoin de cohésion sociale pour être attractive et compétitive. Or, la situation dramatique vécue par les populations des quartiers relégués et la panne de notre modèle d'intégration nationale obèrent cette cohésion. Alors, 25 ans après son livre sur les banlieues de l'islam, le politologue Gilles Kepel s'en est allé, armé d'une équipe de 5 jeunes chercheurs, arpenter les communes emblématiques de Clichy-sous-Bois et de Montfermeil, là où précisément, 6 ans plus tôt, éclatait la révolte sociale. Une centaine d'entretiens pour dresser un constat en demi-teinte. Oui, la rénovation urbaine a bien eu lieu, mais elle est loin de suffire. Tant les politiques en matière d'éducation, d'emploi, de santé, de transport, de sécurité font défaut. Non, la promesse laïque et républicaine ne fait plus recette et les habitants se tournent vers une forte construction communautaire autour de la référence à l'islam qui fournit une compensation au sentiment d'indignité sociale, politique et économique. À force de laisser les cités dans la cité, de laisser la fracture sociale s'accentuer, la France s'étonne de voir le nombre de filles voilées augmenter. La France s'offusque de voir des McDonald's halal s'implanter. Or, ce n'est pas tant le communautarisme qu'il faudrait pointer, mais plutôt la crise de notre propre fédérateur national. C'est ce que disait déjà Régis Debray dans son livre sur le voile. À l'image de son équipe de football, Black Blamber, cette équipe mythique emmenée par Zinedine Zidane, la France semble passer du coup de tête au coup de boule et oscille entre fêtes de quartier et émeutes répétées. La France a donc mal à son mental et notre pays a du mal à faire société dans ses quartiers. Mais les médias et les hommes politiques ne seraient-ils pas tombés dans le panneau du ghetto ? C'est ce que pense le géographe Christophe Guilluy dans son livre « Fracture française » qui est l'un de nos invités. À force de braquer les projecteurs sur les cités, objets de tous les clichés, qu'elles soient célébrées pour leur créativité musicale par exemple ou rejetées pour leur insécurité, les politiques auraient perdu de vue d'autres territoires perdus de la République, ces zones rurales, périurbaines où se concentre l'inégalité mais aussi la solitude. Dans un autre registre, le sociologue Gérard Mauger a montré dans ces nombreuses études de sociologie, notamment sur la délinquance juvénile, comment la question des banlieues était construite par l'univers médiatique. Un univers qui impose ses propres problématiques et transforme des questions sociales en questions ethniques. Mais il ne sera pas seulement question ce soir que des banlieues de la République. Les Retours du Dimanche examinent dans la vie des idées qui agitent les colonnes du journal Le Monde la philosophie du sarkozysme. Enfin, avec Sylvie Kaufmann, directrice éditoriale du Monde, notre tour du monde prospectif se projette ce soir dans la Silicon Valley sur les traces de Steve Jobs. La République a quitté ses territoires. Elle a oublié une partie de ses citoyens. C'est le sentiment d'abandon qui est vécu par les populations. Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? C'est pas seulement de l'argent, c'est pas seulement des moyens. C'est d'abord, je crois, les files d'attente au Pôle emploi pour toute la jeunesse de ces territoires. Je voudrais dire ceci, parce que ces banlieues se sont levées dans la campagne présidentielle de 2007. Et depuis 5 ans, je ne les ai pas lâchées. Régulièrement, je suis retournée dans les banlieues pour leur dire ceci. D'abord, vous n'êtes pas un problème, mais vous êtes une partie essentielle de la solution de l'avenir de la France. Le grand enjeu, c'est le vivre ensemble. Est-ce qu'on est capable, dans un pays comme la France, d'être encore unis par des valeurs, par des principes, par un destin commun ? Et la République n'est plus présente dans ces territoires depuis trop longtemps. C'est la sécurité, le premier devoir de la République. Pour changer les banlieues,
On a fait beaucoup de replâtrage, on a mis des terrains sportifs, on a sécurisé les entrées, etc., etc. Il faut reprendre tout à zéro. Il faut des politiques dures qui touchent à l'urbanisme, à l'architecture et des politiques douces. Et au fond, c'est très difficile, mais il faut redonner l'amour de la France. L'école, la culture, le service public, le rôle de l'État. C'est là où je me sens profondément de gauche. C'était les 6 candidats à la primaire socialiste qui s'exprimaient mercredi dernier sur BFM TV. Bonsoir Christophe Guilly. Bonsoir. Bonsoir Gérard Moget. Bonsoir. Alors Christophe Guilly, la question de la laïcité et des pratiques religieuses, qui n'est pourtant qu'un des 6 piliers de cette enquête qui s'appelle Banlieue de la République, est pourtant celui qui a marqué le plus, pour l'instant en tout cas, le débat public. Et le constat qui dérange apparemment, en tout cas qui dérange un certain nombre de journalistes, c'est celui de l'intensification des pratiques religieuses et en particulier évidemment de l'islam. Mais au fond, pourquoi cette intensification est-elle vécue comme liée à un sentiment de mise à l'écart, comme une compensation à un sentiment d'indignité sociale, politique et économique, comme un symptôme même de la crise des banlieues selon vous ? Alors, je reviens sur les passages que vous nous avez fait passer là à l'instant, des différents candidats socialistes. Déjà, première chose, c'est très difficile de les départager. J'ai pas noté, j'ai pas vu une grande différence entre les. Voilà, je voulais aller voter tout à l'heure et là, j'hésite parce que je ne vois pas vraiment de très grande différence. Attention, il sera trop tard après l'émission. C'est 19h encore. Mais Manuel Valls quand même se distingue un petit peu. Alors Manuel Valls, c'est un peu particulier, il est maire d'Evry, donc il sait de quoi il parle, c'est un petit peu différent. En revanche, je dirais sur l'ensemble des discours, vous auriez pu les diffuser il y a 10 ans, il y a 20 ans et les mettre dans la bouche d'autres candidats socialistes. On aurait eu à peu de choses près le même diagnostic, les mêmes intonations et les mêmes fausses solutions d'ailleurs qui n'en sont pas, parce que même quand on écoute bien, il n'y a pas de solution derrière. C'est mettre des moyens, etc. Enfin bon, la République a abandonné les territoires, etc. Bon, c'est des discours qu'on entendait. Enfin moi je me rappelle quand j'ai commencé à travailler sur la politique de la ville, on tenait exactement ces discours-là. Il y a 30 ans, d'ailleurs je pense souvent à Banlieue 89 de Castro. Le projet avait été assez décrié. Alors de l'architecte Roland Castro, qui avait lancé ce grand plan effectivement de rénovation urbaine. Intellectuel, architecte intéressant et je dirais un peu utopiste. Avait été décrié par rapport à ce projet Banlieue 89. Or, ce qui est très intéressant, c'est que le projet ANRU d'aujourd'hui reprend finalement en gros le constat que faisait Castro en 89 et finalement la politique ANRU, c'est la politique banlieue 89, c'est la politique Mitterrand, C'est-à-dire que ce qu'on est en train de réaliser dans les banlieues, c'est le grand projet Mitterrand. Donc, mais pour revenir à la question que vous posez, Agnès, est-ce que le rapport de cet institut marque-t-il selon vous un tournant ou pas du tout ? Est-ce qu'il est finalement dans la continuité sur la question, en insistant précisément sur cette prégnance de l'identification à l'islam dans ces quartiers? Voilà, alors il y a deux choses. La première, c'est pour ça que je faisais cette introduction, on ne peut pas penser les banlieues en termes de stock. C'est-à-dire que entendre encore ces discours comme si finalement les banlieues n'avaient pas évolué ces 30 dernières années, c'est se tromper absolument sur la dynamique. N'oublions pas une chose, ces territoires sont les plus mobiles de France. Les gens qui sont aujourd'hui dans ces quartiers n'étaient pas là il y a 10 ans. La question de l'islam il y a 20 ans n'était pas exactement la même à Montfermeil et à Clichy-sous-Bois. Pourquoi ? Je ne vais pas vous donner beaucoup de chiffres, mais juste sur Clichy-sous-Bois et Montfermeil. Les jeunes d'origine étrangère à Clichy-sous-Bois, en 1968, c'était 22%. En 2005, c'est 76%. À Montfermeil, on est sur des progressions de 29 à 55%. Ce que je veux dire, c'est que, évidemment, les populations ont changé. On a une immigration effectivement extra-européenne et souvent d'origine de pays musulmans. La question de l'islam se pose aujourd'hui, je dirais mécaniquement. Gérard Moget, alors toujours sur la question de l'islam, vous savez qu'il y a un certain nombre de politologues, par exemple comme Olivier Roy, qui défendent que la compatibilité de l'islam et de la laïcité est réglée dans les faits, et ça depuis longtemps. Or, cette enquête semble montrer que l'intensification des pratiques religieuses se fait au détriment de la laïcité. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Comment dire, qu'est-ce que j'en pense? D'abord, la thèse générale de ce rapport, c'est celle de l'intensification des pratiques religieuses dans les banlieues dont on parle. Enfin, sur un territoire précis, à savoir Clichy voilà. et Montfermeil. On me permettra d'afficher d'abord un certain type de scepticisme obligé par rapport à l'enquête elle-même. Sans interviewer, on aurait pu en choisir 100 autres. Sur la méthodologie, vous voulez dire? Oui, écoutez, moi je ne sais pas comment ils ont recruté leurs 100 interviewés. Il l'explique à la fin. Mais... Oui, enfin c'est un peu vague. Attends, j'ai regardé quand même assez attentivement. Vous iriez jusqu'à dire qu'elle n'est pas véritablement scientifique, cette enquête, mais un peu empirique. Non, je ne dirais pas ça. C'est une enquête ethnographique. Mais ce genre d'enquête ethnographique qui, à partir d'une étude d'une population de X 100, qui représente, je sais pas pourquoi, c'est la magie du chiffre rond sans doute, mais enfin bon, ça pose quand même un problème. On peut réimaginer, si vous voulez, que j'aille chercher, et si pour recruter mes 100 lascars, je vais demander à l'imam du coin, effectivement, il y a un biais de sélection quand même très très fort. Si je vais demander à un rappeur, j'aurai un biais de sélection très fort, mais ce sera pas le même. Et si je vais demander à Claude Dillin des militants PS, j'aurai aussi un biais de sélection. Enfin, vous voyez, il y a un doute légitime par rapport à ça, si vous voulez. Comme dans toute enquête. Donc, non, plus ou moins. Non, quand même. Il y a des enquêtes un peu. On peut faire des enquêtes où on contrôle les échantillons. Quand une enquête statistique, on essaye d'abord de contrôler son échantillon, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, je veux pas invalider du tout les enquêtes ethnographiques, mais elles ont la portée qu'elles ont. On peut pas leur faire dire plus qu'elles ne disent. Mais au fond, donc, ce que nous démontre cette enquête, c'est que les conditions d'existence déterminent la conscience, pour reprendre un des pères de la sociologie, une citation d'un des pères de la sociologie critique, et qu'à force de chômage endémique, on se retrouve avec des mariages endogamiques. Alors, comment transforme-t-on cette question sociale en question ethnique et spirituelle? Et n'êtes-vous pas étonné, d'ailleurs l'un et l'autre, mais Gérard Mogy, puisque vous avez la parole, gardez-la, que l'on puisse s'étonner de cette intensification de l'identité musulmane dans des cités où, effectivement, les problèmes de chômage, de précarité se posent de manière très aiguë. Oui, je pense que, non, je veux pas du tout dire, quand j'étais un peu critique comme ça, en disant, bon, en interpellant la représentativité de la population de Clichy-sous-Bois, on pourrait aussi interpeller la représentativité de Clichy-sous-Bois, ce qu'ils disent eux-mêmes. Mais bon, est-ce que c'est une figure idéale typique? Peut-être, mais enfin, j'en sais rien. Disent, oui, mais enfin, vous voyez, il faut le montrer. Il suffit pas de le dire. Bon, on peut le dire toujours. Ça ne mange pas de pain, ça donne de la portée à son propos, mais bon, il faut quand même le montrer. Bon, et c'est pas acquis, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon. Ceci dit, je veux absolument pas dire que le problème qu'ils évoquent, c'est-à-dire dans une population dont il faudrait définir les contours, à mon avis, dans deux populations dont il faudrait définir les contours, il y ait un renforcement de l'islam, sans doute, comme principe d'identification communautaire. Je pense que c'est vraisemblable. On pourrait dire d'ailleurs comment pourrait-il en être autrement. Je veux dire, compte tenu, si vous voulez, du matraquage qui est fait là-dessus, je pense que un des trucs classiques, c'est la réappropriation du stigmate. C'est la réappropriation du stigmate pour le retournement du stigmate. C'est un vieux schème qu'on a vu aux États-Unis du genre le racisme anti-noir qui devient Black is Beautiful. Bon, mais vous voyez, ça ancre en quelque sorte la catégorie de classement, la façon de s'identifier, de se représenter soi-même comme groupe, comme collectif, comme noir. Aujourd'hui, c'est comme musulman. Bon, que ça produise des effets, je pense c'est le contraire qui serait très surprenant. Alors maintenant, l'étendue de ces effets, ça, bon, on me permettra d'être réservé. Je n'en sais trop rien moi-même, mais je ne m'hasarderai pas à dire que c'est généralisé, que bon, ça se compte ces choses-là. Christophe Gulli sur cette enquête, mais aussi sur la question de l'islam, juste cette enquête-là, elle fait suite à beaucoup d'enquêtes qui ont déjà été faites, beaucoup de rapports. Moi, je pense notamment au rapport Aubin qui avait été fait par l'Éducation nationale en 2004, Jean-Pierre Aubin, inspecteur de l'Éducation nationale. Où il expliquait déjà qu'il y avait dans certains collèges des pratiques où effectivement on voyait l'importance de l'islam. Toutes ces enquêtes sont connues. Le journal La Croix publie régulièrement des enquêtes sur les pratiques religieuses et notamment l'augmentation, je dirais, de pratiques dans les populations musulmanes est avérée, je dirais, depuis la fin des années 90. C'est pas une information en tant que telle. Non, mais là, il se base sur un certain nombre d'indices. Vous les connaissez, les indices. C'est la conception extensive du halal, c'est le renforcement de la pratique régulière des mosquées, et puis c'est également aussi la pratique
du ramadan presque bien sûr, mais tout ça est vrai. Je dirais qu'il faut le penser, pas spécifiquement sur les populations musulmanes. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'effectivement, il y a une question identitaire qui se joue là. Il y a une question sociale et une question identitaire. Elle n'est pas posée spécifiquement pour les populations musulmanes. Elle n'est pas posée spécifiquement pour les populations de banlieue. Elle est posée pour l'ensemble des classes populaires aujourd'hui en France. Moi, ce qui me frappe beaucoup, je dirais en parallèle, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des catégories populaires, ouvriers, employés, qui sont très attirés par le Front National. On a bien là des populations, je pense notamment au Nord-Pas-de-Calais, précaires, pauvres, qui ne mettent pas en avant prioritairement un vote de gauche, qui ne mettent pas prioritairement la question sociale. Ils choisissent un parti qui met en avant des questions identitaires. On est bien là sur deux thématiques qui, pour moi, se rejoignent, à savoir la question identitaire en milieu populaire. Alors, il y a un paradoxe tout de même. En fait, tous ces travaux dont vous parlez, et même celui de l'Institut Montaigne, au fond, expliquent que plus on est intégré, plus on souhaite vivre son identité. C'est un petit peu ce qui explique l'une des rapportrices de ce travaux dans un ouvrage. Elle s'appelle Leïla Arslan, dans un ouvrage qui s'appelle « Enfants d'Islam et de Marianne ». Et au fond, les médias ne voient pas du tout ça comme un signe d'intégration. C'est-à-dire que ce que montrent, au fond, les chercheurs, c'est que d'une certaine manière, on affirme son identité lorsque l'on se sent mieux intégré. Alors comment expliquez-vous, tous deux, cette sorte de torsion de l'information et cette construction médiatique de prétendus territoires perdus de la République ? Oui, on pourrait même dire d'ailleurs qu'il y a un lien parfait entre montée de l'islamophobie et en même temps émergence d'une petite bourgeoisie maghrébine, d'origine musulmane, totalement intégrée socialement. C'est-à-dire que c'est pas incompatible. La naïveté, finalement, ou le discours un peu infantile sur ces questions-là, c'était de dire, finalement, l'ascension sociale équivaudra à un moment ou à un autre à un abandon du fait religieux, du fait identitaire, du fait culturel. Or, c'est pas du tout cela, on n'assiste pas du tout à cela, au contraire. Et pourquoi on le vit comme un problème? Il y a une réaffirmation. Alors après, il y a la question de l'interprétation. Je crois que le malaise derrière tout cela, c'est l'émergence d'une société multiculturelle qui est de l'ordre de l'impensé en France parce que on est toujours sur l'idée d'une république assimilationniste. Je dirais que on est toujours dans cette logique-là. Donc effectivement, l'émergence de nouvelles identités choque et effectivement, c'est un peu le cœur du rapport. Gérard Mauger, selon vous, pourquoi ces pratiques religieuses sont-elles vécues comme un abandon de la République ? Écoutez, je pense que, j'ai du mal avec ce type-là même de problématique. Mais c'est l'interprétation du rapport. Oui, je sais bien, mais j'ai du mal avec ce type-là de questionnement. C'est-à-dire que c'est de la focalisation sur un aspect, finalement, dont je pense personnellement qu'il est sans grand intérêt, au détriment d'une question très très importante, qui est ancienne sans doute, mais dont on parle jamais, qui est la crise de reproduction des classes populaires, ce dont on parlait tout à l'heure. Ça, c'est un problème tout à fait central. Alors, ils en parlent, c'est vrai, je ne veux pas dire qu'ils n'en parlent pas. Ils disent qu'il y a une crise de l'emploi massive. Ils disent qu'il y a une crise de l'école majeure. Ils disent qu'il y a une crise urbaine majeure. Donc, je pense qu'à mon avis, l'ancrage de cette question-là, c'est là que ça se passe. Pour vous, en fond, on s'intéresse aux conséquences, mais pas aux causes. Bien sûr. C'est comme s'intéresser à la délinquance. C'est la même chose. On aurait pu parler de délinquance aujourd'hui au lieu de parler d'islam. C'est un équivalent structural. Ce sont les effets et pas les causes. Oui. Mais lorsque Gilles Kepel dit dans l'interview du Monde et dans le rapport qu'au fond, même s'il note effectivement tous ces problèmes sociaux, que par exemple la généralisation, en tout cas une sorte de banalisation, intensification du halal, pose des problèmes tout simples de vivre ensemble, parce qu'effectivement, là, d'une certaine manière, c'est une manière douce, banale, quotidienne de faire sécession, d'une certaine manière, de ne pas partager le repas avec les autres. Ça pose question aux sociologues que vous êtes, malgré tout ? Oui, bien sûr, oui, c'est une question, effectivement. Mais avec un problème qui est, à mon avis, compliqué, qui demanderait d'autres investigations que celle-ci, à mon avis, plus précises, qu'il faudrait faire sur, justement, ce revival musulman. Il s'ancre où, chez qui, etc. Vous disiez, tout à l'heure, à mon avis, un peu vite, parce que je pense qu'il y a des variantes compliquées, que c'est une implantation complexe. Elle s'opère à la fois, si vous voulez, je crois, prioritairement tout en bas, chez les jeunes qui sont... une partie de ces jeunes qui sont sans diplôme, sans travail, etc. C'est une partie d'entre eux qui viennent pour des raisons diverses, je connais un petit peu certaines, mais enfin bon, on n'a pas le temps. Ça s'ancre aussi... Alors,
chez ceux qui apparemment ont réussi, c'est-à-dire des bac plus 3, bac plus 4, il y en a plein dans le rapport Keppel, hein, enfin quelques-uns dans le rapport Keppel. Mais quoi, attendez, bac plus 3, bac plus 4, faut pas se leurrer trop, quoi. Vous savez, c'est ces formations dévaluées qui mènent à rien, avec propres à construire une forme de ressentiment très violent et bien compréhensible, hein, de gens qui sont déclassés sur pied après avoir eu le sentiment de faire des efforts ou d'avoir cru qu'ils réussissaient puis de se planter. Mais enfin, il n'y a pas que, il n'y a pas besoin d'être arabe c'est vrai pour tous les autres, hein, aussi, qui vivent exactement la même chose. On voit ça en Espagne avec nos indignés, là, dont on parle sans cesse. C'est tout à fait caractéristique de ce type de population qui se retrouve frustrée, lésée en quelque sorte, hein. Bon, c'est vrai pour tous ceux qui sont dans cette situation-là. Donc voilà, je dirais que c'est une question compliquée, c'est de la sociologie religieuse. Je suis pas un spécialiste de ça, mais ça serait intéressant de voir de plus près où s'ancre ce revival et sous quelle forme, parce que je pense que c'est pas la même chose pour tous. Entre un truc très radical ou un truc un peu exalté, fumeux, ou un truc transcendantal, machin. Bon, voilà quoi. Il y a des différences aussi. C'est pas la même chose qu'on met islam. Bon, il y a de la place quoi. Hein, c'est ce que dit d'ailleurs Leïla Erslan précisément. Voilà. Il n'y a pas, l'islam n'existe pas. Il n'y a que des musulmans. Voilà, oui, c'est pas pareil quoi. Bon. L'État a injecté 600 millions d'euros dans la rénovation urbaine de Clichy-sous-Bois. C'est sans précédent. Aminata vient d'y aménager avec ses 6 enfants. Ça, c'est les chambres où c'est 3 personnes qui dorment là. Jamais elle n'a vécu dans un tel confort. Les jours qu'on l'avait trouvé, on était très contents, franchement. Voilà, ça, c'est le gaz. Mais les premières factures d'eau et d'électricité viennent d'arriver. Elle nous confie qu'elle a peur. Elle redoute l'expulsion si elle ne parvient pas à payer. Moi, je ne veux pas que je trouve avec mes enfants d'or. L'eau là et les gaz, c'est catastrophe. Et après, si je n'ai pas de moyens à payer, et la fin de compte, je viens de où d'or. Christophe Gulli, donc, ce que souligne aussi cette enquête, ce sont les limites de la politique de rénovation urbaine menée par l'État depuis 2004. Vous l'avez entendu dans ce reportage de France 3, on parlait pour la commune de Clichy de 600 millions d'euros depuis 2004, ce qui est donc un investissement absolument considérable. Alors, le rapport montre bien que, évidemment, cet investissement s'est traduit par une transformation complète du paysage, mais toutefois, il montre qu'à la suite d'ailleurs des travaux bien plus anciens de Jacques Donzelot sur la politique de la ville, il montre que la rénovation du bâti ne peut rien contre en fait le mal développement de ces territoires. Alors la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi les politiques publiques ne se réorientent pas du béton vers l'humain ? Alors, elles le font en partie, mais je crois qu'il faut revenir sur le contexte. Comment ont évolué les grandes villes, les grandes métropoles ces 30 dernières années. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que les quartiers sensibles d'aujourd'hui étaient hier intégrés dans un contexte économique qui était complètement différent, où il y avait encore des industries, où il y avait un marché de l'emploi destiné, je dirais, aux gens qui habitaient dans ces quartiers-là. Et c'est ce contexte économique et social qui a complètement évolué dans toutes les grandes métropoles françaises. Là, précisément, où se trouvent ces quartiers sensible. Aujourd'hui, la Seine-Saint-Denis est au cœur, je dirais, de l'ère parisienne, une ère parisienne qui s'est formidablement embourgeoisée et qui s'est spécialisée sur un marché de l'emploi bac plus 10. Donc vous avez avec des emplois tertiaires. Voilà, et vous avez sur ces territoires, toujours les pensées en dynamique, des gens qui arrivent avec très peu de qualifications, souvent étrangers. C'est pour ça que je dis souvent que ces quartiers sont des sas où on rentre et où on sort effectivement très vite, le plus vite possible. Donc vous avez là des populations peu qualifiées qui arrivent sur un marché de l'emploi très qualifié dans des villes très embourgeoisées. Donc évidemment, vous avez là un effet zoom qui est terrible. L'ensemble de ces quartiers, de ces communes sont aujourd'hui situés dans les villes les plus riches de France. C'est un contexte complètement différent, qui n'a plus rien à voir avec le contexte des années 70. C'est pour ça qu'on continue à comparer les quartiers d'aujourd'hui avec ce qu'ils étaient il y a 30 ans, ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, une des fonctions de ces quartiers, c'est précisément un rôle de sas. Donc se pose la question des flux, se pose la question de qui entre, qui sort, mais de fait, il y a des gens qui sortent. On a toujours... alors, les indicateurs sociaux, c'est important, les statistiques, c'est important, mais ce que je veux dire, c'est que quand vous avez un taux de chômage de 40% chez les jeunes, bon, c'est effectivement énorme. Sauf que les jeunes au chômage aujourd'hui n'étaient pas les jeunes
que vous aviez au dernier recensement. Oui, ils sont partis. On parle pas des mêmes chômeurs. Les émeutes de Vaux-en-Velin des années de la fin des années 70, les gens qui ont participé à ces émeutes ont 50 ans. Je veux dire, c'est terminé. Ils ne caillassent plus personne. Les émeutiers sont très certainement quitté Vaux-en-Velin. Alors, je veux dire, c'est que on ne parle jamais des mêmes personnes. Moi, je travaille un peu à la Courneuve et on voit un mouvement de population qui est gigantesque. Aujourd'hui, vous avez des populations pakistanaises et sri-lankaises à la Courneuve, et très au chômage. Ça n'a plus rien à voir avec le chômage d'hier. Et en plus, le contexte économique étant celui qu'on connaît aujourd'hui, ça devient très difficile. C'est pour ça que le développement de la Seine-Saint-Denis avec l'implantation de sièges sociaux, etc., n'a pas bénéficié aux gens sur place. Alors je voudrais poser une question à Gérard Moget, puisque vous venez de parler de la question des émeutes, et Gérard Moget a connu aussi bien les émeutiers, les jeunes émeutiers qui sont devenus des parents de nouveaux émeutiers aujourd'hui, notamment dans ses ouvrages consacrés à la sociologie de la délinquance juvénile. En fait, ce que je voudrais vous demander, Gérard Moget, parce que c'est souvent à ces occasions-là, au fond, qu'on s'intéresse aussi en banlieue, émeutes de 2005, parlons des émeutes aussi de Londres et des villes anglaises cet été. Au fond, on a l'impression que les intellectuels, peut-être pas les sociologues en tant que tels, mais les intellectuels oscillent un peu entre deux points de vue. Soit ils considèrent les émeutes comme des effets de la désintégration sociale, soit au contraire comme de la surintégration sociale. Au fond, ce que nous disent certains intellectuels, c'est que ces jeunes ont tellement bien intégré la société de consommation qu'ils ne vont voler que, au fond, les vêtements de marque, etc. Et les autres nous disent, au fond, non, c'est l'effet, ni plus ni moins, d'une désintégration sociale qui prend le biais, là, pour le coup, d'émeutes, de violences, de casses. Oui. J'aurais tendance à dire les deux, quoi. Les deux, c'est à la fois, c'est vrai, une frustration intense par rapport, je sais pas quoi, au dénuement matériel qui est ceux de bon nombre de ces jeunes. Ils sont sortis de l'école, qui ont des parents qui n'ont pas un rond, qui n'ont pas de boulot. Bon, si vous voulez, ils n'ont pas un centime. Le business, ça naît sur ça, bien sûr. Ça naît aussi sur ça. Ça naît aussi, je pense, dans ces émeutes, il y a toujours une question de rapport avec la police, qui est une chose très, très importante. Je veux dire que dans la mesure où ces quartiers sont aussi, c'est vrai, sont les lieux du business, etc. Bon, il y a aussi des policiers. Là où il y a de la délinquance, il y a des policiers qui viennent. Bon, et ça devient un certain style d'intervention policière, en particulier celui qui a été pratiqué au cours des dernières années en France, a aussi provoqué une espèce de tension croissante entre les jeunes et la police. Donc vous avez cette espèce de truc compliqué, quoi, qui est d'une part, vous avez cette frustration intense, ce désœuvrement, ce désespoir, cette vision du no futur, qui est très très présente. Je ne vois pas quel avenir, il n'y en a pas, quoi. Ils n'en voient pas en tout cas. Et puis bon, cette espèce de harcèlement qui se produit très très souvent. Bon, et voilà, c'est une espèce de masse explosive, quoi. Il suffit d'un incident, voilà, 2005, un incident tragique en l'occurrence, et bon, voilà, ça explose. Alors le problème, c'est que le risque de comment interpréter ça. Alors interpréter ça, on peut dire, bah voilà, c'est les causes structurelles, la situation structurelle de ces jeunes qui est explicative de ça. Et c'est pas faux, c'est vrai, c'est les causes génériques de ça. Les raisons les plus immédiates qui les animent, c'est pas des politiciens. Bon, ils sont furieux parce qu'on a tué mon pote ou parce que le flic m'a insulté. Bon, donc vous voyez, c'est comment dire, c'est un peu compliqué parce que on pourrait dire que la conscience politique, si on peut parler de ça, en ce qui concerne les émeutiers, coïncide mal avec celle de leur situation. On pourrait dire qu'il y a une espèce d'écart comme ça entre les deux. Pourquoi ? Faute de formation politique. Je pense que c'est sans doute le principe à la fois de ces tensions d'interprétation, parce que ça laisse libre cours. Le fait qu'ils soient silencieux, les émeutiers, ils n'ont pas de porte-parole, ils n'ont pas de discours, pas de programme, etc. Ça laisse la place à toutes les interprétations. Et bon, à mon avis, en général, elles sont ni vraies ni fausses, quoi. Christophe Guilly, justement, c'est cette frustration, cette tension explosive dont parlait Gérard Moget. Selon les auteurs du rapport, on voit bien que c'est lié à un problème principal. En tout cas, ils montrent que le cœur du problème à Clichy-Montfermeil est celui de l'emploi. Vous en parliez tout à l'heure, donc des taux de chômage tout à fait considérables, 22,7% à Clichy-sous-Bois contre 11% en Île-de-France, et puis plus de 40% chez les jeunes actifs. Alors c'est un constat, vous le disiez, c'est un constat qui est loin d'être nouveau, qui est simplement renouvelé dans le rapport, en tout cas pointé. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est pas celui qui a été mis en avant par la presse, dans les différents articles qui sont parus suite à ce rapport. Mais c'est étonnant que ça soit pas le constat qui dérange, parce que on voit bien que c'est le cœur du problème. Or, vous parliez des candidats à la primaire socialiste en introduction. On voit bien dans la plateforme du PS, la plateforme commune, sans parler des différentes sensibilités, qu'ils proposent de lutter contre les discriminations dont peuvent être victimes les populations des banlieues. Est-ce suffisant pour vous ?
Non, bien sûr que non. Qu'il y ait des discriminations, tout le monde s'entend là-dessus. C'est une évidence. En revanche, évidemment, la question elle est d'abord sociale. C'est pour ça que je parlais du contexte économique. Vous ne pouvez pas, si vous n'avez pas de formation, accéder à un marché de l'emploi parisien quand vous êtes en Seine-Saint-Denis. C'est très compliqué. Et d'ailleurs, c'est tellement compliqué qu'on je dirais qu'on assiste quand même à des ascensions sociales fulgurantes. Pourquoi ? Parce que je dirais que c'est tout ou rien. On a effectivement des jeunes qui arrivent et qui quittent ces quartiers. Il y a des chiffres très intéressants qui sont effectivement l'explosion du nombre de diplômés, notamment de diplômés du supérieur dans l'ensemble de ces quartiers. Ces gens quittent les quartiers, bien évidemment. Ceux qui trouvent du boulot quittent les quartiers. Vous avez plein de traders à la Défense qui viennent des cités de Nanterre, je veux dire, sauf qu'ils restent pas dans leur cité, etc. Donc il y a cette dynamique-là, mais effectivement la question elle est évidemment sociale, elle est aussi identitaire. C'est pour ça qu'il faut quand même ne pas l'oublier. Et puis juste une toute petite parenthèse sur qui a fait ce rapport. Parce que moi, ce qui me frappe beaucoup, donc c'est l'Institut Montaigne, donc c'est le commanditaire. Voilà, commanditaire. Claude Bébéar sont des libéraux, et ce rapport résonne étrangement avec la note Terra Nova. Alors là, c'est le think tank plutôt de la gauche, on va dire aussi, gauche libérale, assez proche, à une époque de Dominique Strauss-Kahn. Il y a une espèce d'ambiance comme ça, je dirais. Vous voulez dire que la droite libérale rejoint la gauche libérale ? Oui, c'est un rapport fondamentalement libéral, c'est-à-dire qui met de côté absolument la question sociale et qui met il met pas de côté la question sociale. Non, il met en avant. Il met en avant, disons, d'abord la question ethno-religieuse qui existe. Je dis pas que ça n'existe pas. Transforme un peu une question sociale en question. C'est un discours dans lequel la note Terra Nova, c'était quand même ça. C'était oublions les classes populaires et concentrons-nous sur les questions de discrimination. Donc il y avait aussi ça derrière. C'est la question que je voulais vous poser très rapidement à tous les deux, d'une certaine façon. C'est qu'on voit bien que dans ce rapport, c'est l'école et l'institution la plus détestée, la plus honnie. Et notamment cette pauvre figure, si je puis dire, de la conseillère d'orientation. Alors c'est le signe effectivement d'une sorte de désillusion scolaire, d'une sorte de crise de l'avenir. Et on a l'impression précisément que, au fond, d'un certain échec de ces politiques d'ouverture et de discrimination positive, comme si on avait privilégié la diversité au détriment de l'égalité. C'est ce que vous pensez l'un et l'autre, très rapidement ? Oui, je pense très fortement. Il y a plein de mécanismes convergents, les médias, mais pas seulement, quoi. Je pense que c'est aussi, on leur parle là-dedans, les politiques, bien sûr, pour importer, au fond, une vision du monde américaine. Voilà, pour le dire très simplement, je veux pas de l'anti-américanisme quand je dis ça, mais c'est la vérité, quoi. C'est une vision du monde divisée en communautés, voilà, et à la place d'une vision de classe, on pourrait dire, pour faire simple, quoi. On pourrait dire, voilà, grosso modo, l'enjeu symbolique et politique, évidemment, ou scientifique, c'est des sociologues dont il s'agit, c'est ça. Voilà. Et d'une certaine façon, quand on met sur le titre Islam, à propos des banlieues, on contribue à ça. On dit le problème des banlieues, c'est un problème communautaire. Mais Christophe Guilly, justement... Institut Montaigne Terra Nova, même combat, on est bien d'accord. Oui, bien sûr. Totalement. On vous a compris sur le rapprochement, mais juste sur la politique d'éducation dont parlait Nicolas Truong à l'instant, là aussi, quand même, dans les zones d'éducation prioritaire, on a injecté énormément d'argent. On ne peut pas dire que l'État n'a rien fait, plus d'1 milliard d'euros. Et pour des résultats, encore une fois, qui sont quand même très, très, très mesuré. Le taux de réussite aux examens est largement inférieur à la moyenne nationale. Bien sûr, non mais les difficultés sont là. Je veux dire, les difficultés sont là. Ça veut dire que l'argent injecté, les politiques publiques sont quand même paraissent inefficaces. Les immeubles sont moins moches, c'est vrai. C'est évidemment moche, mais ce que je veux dire, c'est que le problème de fond, c'est que si vous faites venir des gens sans qualification dans des zones où le chômage est déjà très élevé et sur un marché de l'emploi où on demande des gens très qualifiés, mécaniquement, vous créerez, je dirais, pour longtemps du chômage. Mais ça ne veut pas dire que les gens ne sortent pas de ces quartiers. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des diplômés qui sortent de ces quartiers. Donc, bien que l'école et la République jouent encore leur rôle. Alors il est 17h32, vous écoutez les Retours du dimanche et ce soir, les banlieues, une blessure française avec Christophe Guilly et Gérard Mauger. Les Retours décryptent le rapport Banlieue de la République, une enquête dirigée par le politologue Gilles Kepel et commandée par l'Institut Montaigne, qui dresse une monographie des territoires de Clichy-sous-Bois et de Montfermeil. En débat ce soir, on l'a vu, l'intensification des pratiques religieuses au détriment de la promesse laïque et républicaine, mais aussi le bilan contrasté des politiques urbaines. Et maintenant, stigmatisation médiatique et solutions politiques. Document, la fièvre des banlieues. Pourquoi une telle flambée de violence dans les cités de France? Que veulent ces jeunes? Et pourquoi un tel malaise?
Enquête, autopsie d'un drame. Retour à Clichy-sous-Bois, là où tout a commencé avec la mort de 2 jeunes adolescents, Zied et Bouna. Qu'est-ce qui ferait pour que vous arrêtez demain de tout casser? Il n'y a rien pour ça. La démission de Sarkozy, Et les lois, il n'y a rien qui veut. Ça y est, cousin. On nous traite comme des chiens, cousin, je parle de la merde. Parce que... Donne un exemple. Quand il dit que nous nettoyons le Karcher. Et vous vous sentez visé quand il dit ça? C'est comme s'il disait les Noirs et les Arabes. On habite dans les cités, nous. Alors nous venons d'entendre un extrait d'Envoyé spécial sur France 2 pour parler au fond de la question médiatique et de la construction médiatique d'un problème politique. Alors les médias, les politiques ne sont-ils pas finalement tombés dans le ghetto, comme vous le dites d'ailleurs Christophe Guilly dans votre livre, comme on tombe dans le panneau? N'ont-ils pas focalisé toute l'attention sur ces cités, ces quartiers certes relégués mais aussi fortement aidés et subventionnés, alors que ce sont pour certains, pour vous notamment, Christophe Guilly, les zones rurales où se concentrent les pires inégalités et abandons? C'est-à-dire qu'il faut repenser la question du populaire. Les classes populaires, d'ailleurs ce qui est fou aujourd'hui, c'est que quand on parle des classes populaires, on pense au Front National maintenant. C'est-à-dire que non seulement ils se sont accaparés les sujets sensibles, immigration, sécurité, mais maintenant c'est même les classes populaires. Donc on voit bien qu'il y a une question générale, les classes populaires. D'ailleurs je note que quand la gauche parle des quartiers populaires aujourd'hui, il ne parle plus que des banlieues. C'est-à-dire que les classes populaires se résument à la question des banlieues. C'est intéressant parce que ça rejoint la question de la diversité. C'est-à-dire que si vous vous dites les classes populaires et la question sociale est résumée dans les banlieues, donc par définition, la question est bien celle des discriminations et de la diversité, non pas celle beaucoup plus générale de la place des catégories populaires au sens large. Catégories populaires qui, je le répète, sont majoritaires en France, très majoritaires dans la population active, très majoritaires aussi chez les retraités, qui sont tous d'anciens ouvriers et employés. Bref, sociologiquement, je veux dire, ce pays tourne encore autour de ces catégories populaires très majoritaires, mais oubliées. Et effectivement, moi, mon idée, le fond du livre, c'était de dire, voilà, il y a des classes populaires dans leur diversité, y compris ethno-culturelle, mais ça ne se résume pas aux banlieues. Et imaginez, et c'est un peu ça la note Terra Nova, que les classes populaires aujourd'hui vont se résumer et on doit absolument ne plus s'intéresser qu'à celles qui vivent en banlieue, c'est mettre de côté en réalité la question sociale. Mais Christophe Guilly, vous stigmatisez beaucoup la gauche quand même en disant la gauche a oublié les classes populaires, la gauche a oublié les banlieues, et en même temps on sort quand même on sort d'un bilan. Celui de 5 ans de politique de droite, et avec une promesse quand même qui était celle de résoudre, enfin je ne sais pas si on peut résoudre en 5 ans le problème des territoires enclavés, le problème des banlieues. Et quel bilan vous faites un peu de cette politique de droite quand même? Non, mais la politique de droite sur la banlieue ou sur l'ensemble des territoires, c'est exactement la même politique. Je veux dire, il y a eu, la politique de la ville. Non, là, c'est bien simple. La politique de la ville, on est maire de gauche ou maire de droite. C'est à peu près la même chose. Il n'y a pas de grosses différences. Vous avez des maires plus ou moins dynamiques, ça c'est évident. Mais sur le constat, on est à peu près. D'ailleurs, la politique de la ville n'a pas évolué sous Sarkozy. Gérard Mauget, est-ce que pour sortir de cette situation, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer des politiques publiques, au fond des politiques qui lieraient à la fois la question des inégalités sociales, mais aussi des inégalités identitaires, ethniques? Est-ce qu'on ne peut pas mêler au fond le combat pour l'égalité et le combat pour la diversité? Parce qu'on imagine que même dans une société, admettons une société tout à fait égalitaire, peut-être qu'il y aura encore des marqueurs sociaux, ethniques, sexués, etc., qui pourront exister. Alors, comment on pourrait sortir de cette situation si ce n'est pas par ces rapports qui, au fond, pour vous, ne sont pas nouveaux? Comment dire, la limite évidente de ces politiques de la ville, c'est quoi? Des politiques de rénovation urbaine pour ce qui est de l'essentiel, plus des politiques d'accompagnement, d'animation socioculturelle, des choses comme ça. Bon, voilà, c'est mieux que rien. On ne peut pas dégringoler ça. On peut dire, oui, au lieu d'avoir des immeubles poubelles, les rénover un peu. C'est vrai que Clichy-sous-Bois, c'est moins moche que ça n'était. C'est évident, quoi. Bon, d'accord. Mais est-ce que ça résout le fond du problème? Voilà, ce dont je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure. Le fond du problème qui est 20% d'une génération scolaire qui sort de l'école sans aucun diplôme.
Ils sont mal, hein, ceux-là. Ils sont vraiment très très mal. Bon, et qui se retrouvent avec des taux de chômage à 40%. Bon, vous avez un problème là, qui est le problème massif. Celui qui est au principe, à mon avis, à la fois de la délinquance, on n'en a pas parlé, mais on aurait pu, parce que ça aurait pu être le même débat pour des banlieues, ça aurait pu être sur la délinquance ou le hip-hop, pourquoi pas. Enfin, c'est des variantes, c'est des thèmes toujours les mêmes. D'ailleurs, hein, quand on parle de banlieue, c'est vite ça. Mais enfin, l'essentiel, c'est ce que je suis en train de dire là. Je crois que voilà, c'est ça, c'est là que s'ancre fondamentalement le problème. C'est cet échec scolaire de masse et c'est le sous-emploi endémique en France. Enfin bon, c'est quand même un problème massif celui-là. Et bon, alors vous allez dire, bah oui, comment on fait pour résoudre ça? Écoutez, je pense qu'il y a des solutions. Oui, il n'y a pas de Christophe Guilly, il y a aussi un dernier aspect que montre le rapport, c'est un certain désinvestissement, un certain désintérêt pour la politique, alors qu'il y avait eu, c'est vrai, notamment après les émeutes de 2005, avec le comité à Celle-Feu, un certain investissement. Alors on entre dans une campagne électorale, vous en avez parlé tout à l'heure, et c'est vrai que vous le dites, hein, vous l'avez déjà dit plusieurs fois dans l'émission, c'est-à-dire que notamment à gauche, il n'y a pas des propositions très saillantes sur ces questions, mais à votre avis, pourquoi ? Vaste sujet. Bah oui, vous avez 2 minutes. Ah oui, d'accord. Non, mais le rapport entre les classes populaires et la gauche, il est distendu depuis, on va dire, 83, pour être gentil. Le tournant libéral. Ouais, virage libéral. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on parle toujours de l'abstention en banlieue. On parle très peu de l'abstention des autres catégories populaires qui ne sont pas en banlieue. La distance par rapport aux grands partis, elle n'est pas spécifique aux jeunes, enfin aux populations de banlieue. Elle est spécifique aux catégories populaires au sens large. Et le divorce classe populaire, il est évident en banlieue avec la gauche. Le Parti communiste notamment n'a jamais pu capter l'électorat des quartiers difficiles. Mais inversement, les autres catégories populaires qui vivent dans le périurbain, dans le rural, sont aussi sur un rapport très distendu avec la politique. Nicolas, cette semaine, dans la vie des idées qui agitent les colonnes des pages Débat du Monde, vous avez choisi de nous parler de la philosophie du sarkozysme, avec une question clé dans la période qui s'annonce. Faut-il mieux être un candidat exceptionnel qu'un candidat normal? Écoutez Michel Onfray. La tyrannie du vouloir, elle est manifeste chez tout le monde, donc y compris chez le président de la République. Moi, je crois que ce qu'il y a d'intéressant chez Sarkozy, c'est qu'il est un petit garçon, qu'il est resté un petit garçon, très dans la détestation de tout ce qui pourrait lui permettre de devenir un adulte. Je l'avais rencontré pour Philosophie Magazine, pour un entretien. Et ce que j'avais constaté, il dit à un moment, « Connais-toi toi-même, j'ai jamais rien entendu de plus ridicule. » Et Henri Guénaud a corrigé en mettant ridicule. Et je me suis dit, comment peut-on dire une chose pareille? Quelqu'un à qui on propose la connaissance de soi-même, qui a quand même envie de diriger les affaires du pays, et qui est censé savoir qui il est, et qui nous dit qu'on ne peut pas savoir qui on est, et puis que ça n'est pas bien de chercher à savoir, et que c'est con, comme type de démarche. Donc c'est le propre de l'enfant, qui veut tout de suite, en permanence, et qui de fait illustre en ce sens la tyrannie du vouloir. C'est quelqu'un chez qui la tyrannie du vouloir est manifeste du moment où il se lève jusqu'au moment où il se couche. Alors la tyrannie du vouloir, du lever au coucher, je ne sais pas. En tout cas, Nicolas, une chose est sûre, la presse est à l'unisson, et voire peut-être même un peu conformiste, parce que les affaires et les scandales en tout genre précipitent la fin du règne du président de la République, la chute de la maison Sarkozy. Mais que reste-t-il du sarkozysme? Alors, président des riches, président bling-bling, ou même téléprésident, on a tout dit sur Nicolas Sarkozy. Mais que reste-t-il en effet de sa philosophie? Alors attention, je ne dis pas que le président soit un disciple de Platon ou de Plotin. Et récemment, il a même fait beaucoup rire en prononçant le nom du célèbre auteur des mythologies, Roland Barthès, au lieu d'un certes moins footballistique, mais quand même plus convenable, Roland Barthes. Cela dit, le sarkozysme demeure un marqueur de l'esprit du temps. Alors on se souvient que le philosophe allemand Hegel avait cru voir passer l'âme du monde montée sur un cheval lorsque Napoléon entra victorieusement dans la ville d'Iéna. Eh bien, il se pourrait tout de même que l'esprit du temps ait été repéré en compagnie d'infirmières bulgares injustement emprisonnées ou en vacances sur le bateau du milliardaire Vincent Bolloré. Bon, jusque-là, on vous suit un peu. On va essayer de mal prononcer les noms, Nicolas. Mais au fond, c'est quoi le sarkozysme? Alors, le sarkozysme, on va dire surtout, c'est un présentisme, comme le dit l'historien François Hartog, à savoir un rapport au temps inédit marqué par une hypertrophie du présent, une valorisation de l'instant, une extase de l'éphémère. Enfant de la télé, Nicolas
Nicolas Sarkozy est l'homme politique du temps réel, car la mondialisation actuelle est celle du temps et non de l'espace. Et l'ancien maire de Neuilly a compris que le centre du monde n'était ni la France, ni l'Élysée, mais dans le live permanent, qui est aujourd'hui son véritable centre de gravité. Alors, présentisme, bougisme, activisme, face aux actes, aux déceptions, aux tournis, ces mots ne sont pas tout à fait élogieux, Nicolas, je peux me tromper, mais il me semble quand même voir un peu quelle est votre pensée profonde. Mais que disent les intellectuels qui soutiennent encore le président, s'il y en a ? Eh bien, ils disent que le sarkozysme est un volontarisme qui souhaite revenir à la grande politique. Pour eux, en effet, le sarkozysme n'est pas postmoderne. Il n'est pas la forme politique avachie de la fameuse fin des grands récits diagnostiqués par le philosophe Jean-François Lyotard dans son beau livre aux éditions de Minuit, La condition postmoderne. Ces grands récits incarnés par tous ces mots à majuscules que sont le progrès, le prolétariat ou la nation. Ces grands récits dans les fameuses déclarations de Valéry Giscard d'Estaing, souvenez-vous, il disait que la France est une puissance moyenne, ou même celle de Lionel Jospin qui disait « il ne faut pas tout attendre de l'État », eh bien, sont l'éco-politique. Pour ces défenseurs du sarkozysme, le sarkozysme a voulu sauver la grandiloquence politique. C'est ce que pense par exemple le sociologue Jean-Louis Schlegel dans une tribune du Monde, citation de Carl Schmitt à l'appui. En 1922, ce philosophe allemand, Carl Schmitt, écrivait « Est souverain celui qui décide de la situation exceptionnelle ». Et pour Jean-Louis Schlegel, conseiller de la rédaction de la revue Esprit, Nicolas Sarkozy a été à la hauteur de l'état d'urgence ou de l'état d'exception dont nous parle ce penseur allemand. Alors à quel moment ? Eh bien lorsqu'il a suggéré les crises économiques de 2008 et de 2011, ou bien les crises géopolitiques en Géorgie ou en Libye. Donc le sarkozysme serait, selon lui, un exceptionnalisme. Et vous, Nicolas, vous êtes convaincu par les arguments de Jean-Louis Schlegel ? Écoutez, vaut mieux un président exceptionnel qu'un candidat normal. Ça, c'est un argument intéressant, bien entendu. Mais il y a d'abord une première objection rhétorique. Le recours à Carl Schmitt, un philosophe certes, mais un philosophe nazi, n'est pas des plus habiles pour défendre aujourd'hui Nicolas Sarkozy. Et puis une objection politique ensuite. Disons du Fouquet's au scandale des fadettes, et même si le président court parfois à très bon escient la planète, ce sont deux autres concepts qui collent au basque du sarkozysme aujourd'hui et qui marquent de façon indélébile la mandature de l'enfant chéri de la ville de Neuilly. Ces deux concepts sont le neuillisme et l'affairisme. Merci Nicolas. Alors Christophe Guilly, vous adhérez, vous, aux propos de Jean-Louis Schlegel, à savoir le sarkozysme est un volontarisme ? Franchement, j'ai pas d'avis sur Sarkozy. Ce que je constate, c'est qu'effectivement, on va devant des situations très exceptionnelles. Mais il faut mieux être un candidat exceptionnel ou un candidat normal ? Est-ce que le candidat normal fera mieux que le candidat exceptionnel dans des situations exceptionnelles ? Ça, je n'en sais rien. Comme chaque semaine désormais, vos retours se projettent dans l'actualité de la semaine à venir. Une semaine marquée par le résultat dès ce soir du premier tour des primaires socialistes, même si d'ores et déjà cette innovation démocratique, après avoir été décriée, est désormais consacrée. Comment interpréter ce scrutin inédit qui va changer la gauche ? Au-delà de la sempiternelle question, le ou les gagnants sont, comme le titre le JDD de ce matin, les commentateurs n'ont pas fini de s'interroger sur la signification du taux de participation, à savoir le nombre de Français qui auront accepté d'afficher publiquement leurs préférences politiques en signant une charte d'adhésion aux valeurs de la gauche. Une semaine marquée encore du côté de la Libye par l'interminable siège de Sirte. Et du côté de l'Afrique centrale, les commentateurs auront certainement les yeux rivés sur le Cameroun. Sans grande surprise, le chef de l'État camerounais, Paul Biya, devrait être réélu à l'occasion d'un scrutin présidentiel à un tour qu'il a appris à verrouiller tout au long des 30 années passées à la tête de son pays. Malgré les fraudes électorales, les journalistes emprisonnés, les opposants menacés, mais comme le rappelle Christophe Chatelot dans Le Monde, la situation sociale demeure explosive dans un pays où le taux de chômage des jeunes dépasse les 30% et où le salaire mensuel minimum est le plus bas d'Afrique centrale. Mais, cap ce soir avec Sylvie Kaufmann, directrice éditoriale du Monde, sur les conséquences de la disparition d'un homme, d'un mythe moderne, d'un esthète du numérique, Steve Jobs, le fondateur d'Apple, notre Gutenberg, selon Jeff Jarvis, le gourou de l'information en ligne, notre Edison, selon le maire de New York, Michael Bloomberg. Sa mort laisse orpheline la génération des nerds
qui a changé le monde par sa vision d'une informatique personnelle accessible au plus grand nombre. La pomme est en larmes. Mais quel est son avenir ? Déjà, l'iPhone 4S, présenté mardi par Apple à la veille du décès de Jobs, a enregistré en quelques heures 200 000 réservations aux États-Unis. Mais d'où viendra l'innovation dans les décennies à venir ? My third story is about death. When I was 17, I read a quote that went something like, "If you live each day as if it was your last, someday you'll most certainly be right." It made an impression on me, and since then, for the past 33 years, I've looked in the mirror every morning. C'était le discours de Steve Jobs devant l'université, les étudiants de l'université de Stanford, et il termine ce très beau discours avec un message principal. Il leur dit: ayez faim, soyez fous. Bonsoir Sylvie Kaufmann. Alors Sylvie Kaufmann, une question, c'est vrai, taraude la planète high-tech avec la disparition de Steve Jobs. Est-ce qu'une église peut survivre à son Dieu ? Est-ce qu'un intendant, à savoir Tim Cook, qui détient les rênes d'Apple maintenant, peut succéder à un visionnaire ? Autrement dit, quel avenir pour Apple sans son fondateur ? L'avenir d'Apple est assuré, je crois, et Steve Jobs avait eu la sagesse puisqu'il est malade, il était malade depuis longtemps et il se savait évidemment condamné. Donc, il avait eu la sagesse de préparer son avenir. Donc, je crois que c'est pas tellement l'avenir d'Apple qui préoccupe les Américains aujourd'hui. Je crois que ce qui est intéressant dans ce déferlement d'éloges et même de nostalgie auquel on assiste depuis l'annonce de la mort de Steve Jobs, je crois que c'est assez poignant d'ailleurs, ces témoignages qui arrivent de partout. Je parle surtout aux États-Unis. Quand vous parlez de ce sentiment d'être orphelin, c'est vrai, ils ont vraiment l'impression, les Américains aujourd'hui, d'avoir perdu non seulement un génie de la technologie, du marketing, du design et un visionnaire, mais aussi quelque chose qui a marqué une époque. Et ce qui est intéressant, je crois, c'est que cette disparition de Steve Jobs et les réactions très très profondes et très choquées qui la suivent interviennent à un moment d'ambiance, en pleine atmosphère de déclinisme, en fait, aux États-Unis. Alors, et on le voit beaucoup dans les commentaires. Vous le disiez, ce qui frappe dans cette histoire, c'est donc l'attachement mystique à une marque. Il y a eu 10 000 micro-messages à la seconde pour annoncer la mort de Jobs. Twitter était saturé, des témoignages de clients d'Apple qui remerciaient Jobs d'avoir sauvé leur vie. Et des Apple Store ont été transformés en espèce de chapelle ardente avec des clients qui brandissaient religieusement leur iPad avec comme des bougies virtuelles. C'est quand même un phénomène qui paraît complètement inédit. Oui, bon là il y a le côté phénomène de foule, un peu cette espèce de fanatisme qui suit. Vous avez vu ça à la disparition de Jim Morrison. Enfin bon, voilà, ça c'est quelque chose qui se passe chez les foules. C'est un phénomène populaire. Moi je trouve plus intéressant ce sentiment de perte du génie de l'innovation qui marque les commentaires, surtout venant des États-Unis. Et je crois que ce sentiment est excessif. Mais c'est vrai que aujourd'hui encore dans le New York Times, Tom Friedman dit voilà, nous avons perdu un homme qui non seulement avait bien sûr le génie de la technologie, mais avait toutes les caractéristiques du leadership. Et ça montre à quel point aujourd'hui aux États-Unis on a un problème de leadership. Et hop, immédiatement il transfère ça dans le domaine politique. Et voilà, c'est très révélateur. Une forme de déclinisme, vous voulez dire ? Oui, qui à mon avis est excessif parce qu'évidemment, alors ça mène à la question que je pose donc dans cette chronique du Monde, que vous ne trouverez pas dans les kiosques d'ailleurs parce que en raison d'une grève de l'imprimerie, mais vous pouvez trouver sur le site lemonde.fr. Tout le journal du week-end peut être trouvé sur lemonde.fr. J'en profite pour le dire. Mais c'est la question à laquelle ça mène toutes ces réactions, c'est est-ce que le prochain Steve Jobs, eux posent même la question, est-ce qu'il y aura un autre Steve Jobs ? Bien sûr qu'il y aura un autre Steve Jobs, mais est-ce qu'il sera américain ou est-ce qu'il viendra des autres foyers d'innovation du monde aujourd'hui ? Si la question se pose justement, est-ce qu'il y aura un autre Steve Jobs ? C'est aussi parce que l'aventure d'Apple, c'est
Steve Jobs incarne un certain nombre d'avancées disruptives, c'est-à-dire des avancées qui ont marqué des cassures à partir desquelles l'ensemble du secteur s'est trouvé bouleversé. On le sait, c'est la souris, c'est l'interface graphique des icônes, c'est le smartphone, les tablettes numériques. Vous êtes un peu vous connaissez bien la Silicon Valley. Est-ce que vous pensez que cette Silicon Valley garde justement la même capacité d'innovation ? C'est vraiment toute la question qui se pose. Steve Jobs incarnait cette période, cette odyssée extraordinaire de la Silicon Valley des années 80, 90 et même 2000. Il y a un modèle de la Silicon Valley qui, effectivement, a des problèmes. Ce modèle, par exemple, peut être symbolisé par un grand centre de recherche qui était rattaché à l'entreprise Rank Xerox, qui s'appelle le PARC, Palo Alto Research Center, qui a donné des innovations extraordinaires. Et ces innovations ont généré de l'industrie. C'est ça aussi, c'est que le génie de la Silicon Valley, c'était pas seulement d'innover, c'est de trouver des innovations qui débouchaient sur des créations industrielles. C'est effectivement ce qu'a fait Apple, par exemple. Donc, tous ces centres de recherche, j'en ai cité un, mais il y en a plusieurs, ont des budgets qui ont été réduits, ont un nombre de chercheurs qui a été réduit aussi. Par exemple, le parc est passé de 280 chercheurs à 165 aujourd'hui. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire qu'il y a un déclin de la Silicon Valley. Mais il y a d'autres modèles qui sont en train de prendre le relais. Il y a par exemple le Stanford Research Institute. Il y a d'autres modèles dans le monde auxquels sont associés les États-Unis. Par exemple, le Honda Research Institute, qui est associé à la firme automobile Honda, mais qui fait de la recherche aussi dans des secteurs autres qui n'ont rien à voir avec l'automobile. Donc, si vous voulez, les Américains en ce moment sont très catastrophistes parce qu'ils se trouvent dans cette situation économique dramatique, comme nous d'ailleurs. Et bon, eux, ils regardent les choses en face. Ils sont très conscients de ce qui leur arrive en ce moment. Et ils disent, bon, voilà, où est-ce qu'on va ? Et la mort de Steve Jobs est vraiment un révélateur de ce malaise. Mais je crois qu'ils sont un peu trop catastrophistes en ce moment. Alors pour vous, le prochain Steve Jobs ne sera peut-être pas américain, mais il sera chinois. Vous pouvez nous expliquer ça ? Moi, je ne pense pas qu'il sera chinois. Si la Chine continue avec le régime qu'elle a actuellement, je pense que il ne sera pas chinois. C'est-à-dire, la Chine, effectivement, met des ressources, et investit en ce moment des ressources énormes dans la recherche. C'est beaucoup plus... Enfin, déploie des efforts que les Américains ont du mal à déployer en ce moment. Il y a une étude quand même de Thomson Reuters qui prévoit qu'en 2011, la Chine dépassera les États-Unis et le Japon en nombre de brevets déposés. En nombre de brevets déposés. Alors ça, c'est très intéressant parce que là, moi, j'ai tendance à dire la Chine fait du chiffre en ce moment. Mais si vous allez voir ces brevets, il y a les brevets qu'on appelle les brevets d'invention et puis il y a les brevets d'amélioration. La Chine dépose énormément de brevets d'amélioration. La Chine, on le sait bien, a tiré sa puissance en grande partie de l'imitation en employant les bonnes recettes de l'Occident et c'est vraiment un grand talent de l'avoir fait d'ailleurs et en les adaptant aux conditions chinoises. Mais le cœur de l'innovation, il provient encore de l'Occident. Alors à suivre cette semaine et dans les années à venir, on restera attentif à ces mutations spatiales de l'innovation technologique. Merci Sylvie Kaufmann. Merci. Il y a cette meuf qui vend ses fesses pour payer son loyer et ce mec qui vend de la cesse à ceux qui aiment se noyer. Il y a cette petite que l'on détourne en bas d'une tour et qui tourne puis qui pleure et qui court. Il y a ce chef de famille piétiné par ses gosses qui rêve de Glock et de l'époque où on pouvait braquer une poste. Il y a cette fillette qui rêve de gloire, de star et de strass, mais trop peu d'espace pour elle, donc elle boit à la tasse. Il y a ces études qui nous épuisent pour un malheureux SMIC. Normal que le shit soit devenu substitut de la tige. Normal qu'on veuille planer, qu'on ne veuille pas toucher le fond. À part creuser, tu veux faire quoi? Master, pousse le son, rangez vos rêves. Ici ça parle réalité, là où la barre fait baliser, là où les corps sont agités, là où la